Lors de la fête de Noël, ma mère a ri quand mon père m'a giflé devant 20 personnes, et a hurlé « Donne-nous la maison, tu n'as pas d'enfant ». Ma sœur a applaudi et acclamé bruyamment, en criant « Tu ne es qu'un bon à rien ». Alors j'ai passé un appel en secret. Je les ai tous choqués. Je m'appelle Chloé Leroy, j'ai 34 ans et pendant des années, je me suis dit que je pouvais supporter les mots acerbes de ma famille, les comparaisons, et même les silences froids. Mais cette nuit de Noël, dans la maison de mes parents, alors que 20 invités étaient rassemblés sous les lumières scintillantes et l'argenterie polie, le masque de notre famille parfaite est tombé. Un instant, mon père levait son verre à la tradition, et l'instant d'après, sa colère m'a frappé plus fort que je ne l'aurais jamais imaginé. Le rire de ma mère a suivi, ma sœur a applaudi, et la pièce s'est retournée contre moi. Les lumières de Noël brillaient doucement contre les fenêtres givrées de la vieille meulière de mes parents à Saint-Germain-en-Laye, et pendant un instant, je me suis permis de croire que ce pourrait être une nuit paisible. La grande table en chêne était dressée en rouge et or, les bougies vacillaient, et une couronne de pain était fièrement suspendue au-dessus de la cheminée. 20 invités étaient rassemblés, voisins et parents, sirotant du vin, les rires résonnant contre les hauts plafonds. En surface, cela ressemblait à une fête de Noël digne d'une carte postale, mais sous tout cela, il y avait une tension que je pouvais sentir jusqu'à la moelle. Mon père, Guillaume Leroy, se tenait au bout de la table, ses cheveux argentés plaqués en arrière, son costume impeccable comme toujours. Il leva son verre, et tout le monde se tut. Il avait toujours aimé commander une pièce, et même à 62 ans, sa voix était empreinte d'autorité. Il parla de la famille, du patrimoine, de sa fierté pour les traditions que les Leroy avaient bâties. Ma mère, Hélène, lui sourit, ses boucles d'oreilles en diamant captant la lumière, sa main reposant doucement sur son bras comme pour montrer à la foule qu'ils étaient inébranlables. J'étais assise à quelques sièges de là, observant, mon verre intact. Je voulais croire que cette nuit pourrait être un tournant, peut-être même une réconciliation. Cela faisait des années de visites tendues et de distances prudentes, et pourtant, je suis venu parce que l'invitation avait été écrite de la main de mon père, parce qu'une partie de moi voulait encore croire que je comptais. Puis il changea de sujet, ses mots plus lourds. Il parla de la maison où nous nous trouvions, la vieille demeure des Leroy construite à la fin des années 1800, le cœur de l'histoire de notre famille. Il dit qu'il était temps de penser à l'avenir, de mettre la maison là où elle devait être. Il se tourna vers Amélie, ma sœur cadette, qui rayonnait dans une nouvelle robe verte, sa main enlacée dans le bras de Julien. Les invités hochèrent la tête avec approbation, comme s'ils savaient ce qu'il allait dire. Ma poitrine se serra. J'entendis le sang affluer à mes oreilles. Avant de pouvoir me retenir, je parlais, ma voix perçant le murmure d'approbation, calme mais ferme. Cette maison n'est pas à toi pour la donner. Elle a été placée en fiducie par grand-mère Éléonore. Tu le sais aussi bien que moi. L'ambiance dans la pièce changea. Les conversations se figèrent. Le sourire de mon père vacilla, ses yeux se plissant d'une manière qui me fit me sentir de nouveau comme une enfant. Il posa lentement son verre et se tourna vers moi, la mâchoire serrée. « Chloé, tu ne vas pas gâcher cette soirée. » Je gardai les yeux sur lui. « Je ne resterai pas assise ici pendant que tu prétends que la loi n'existe pas. » Grand-mère a exprimé clairement ses volontés. Cette maison appartient à ses 2 petits-enfants, pas seulement à Amélie. Ma mère laissa échapper un petit rire, sec et coupant. Le son trancha le silence. Son visage souriait toujours pour les invités, mais ses mots étaient cruels. « Pourquoi cela t'importerait-il, Chloé ? Tu n'as pas d'enfant à qui la transmettre. Donne la maison à Amélie. Elle a un avenir, toi non. » Mon souffle se coupa. Les mots frappèrent comme une lame. Je vis quelques invités se tortiller mal à l'aise, un homme plus âgé baissant les yeux vers son assiette. Amélie se pencha en avant, sa voix pleine de jubilation. « Exactement, maman. Chloé n'en a pas besoin. Elle n'est qu'un fardeau, sans valeur. » Elle frappa dans ses mains, et quelques personnes eurent un hoquet de surprise. Julien essaya de baisser sa main, mais elle le repoussa. Je sentis mon visage s'empourprer, mes mains tremblant sous la table. J'essayai de parler, mais avant que je puisse former les mots, mon père bougea. Son bras se balança avec une vitesse que je n'aurais jamais attendue. Le claquement sec de sa main sur ma joue résonna dans la pièce. Tout devint immobile. Ma tête bascula sur le côté, ma peau brûlante. Les invités se figèrent, les yeux écarquillés, certains la bouche ouverte, d'autres fixant leur verre comme s'ils prétendaient n'avoir rien vu. Ma mère laissa échapper un autre rire,
plus doux maintenant, presque triomphant. Elle sirota son vin. Amélie applaudit de nouveau, cette fois plus fort, sa voix aiguë et moqueuse. Enfin, papa. Tu la remets à sa place. Le monde a basculé. Pendant un instant, je n'entendais que le sifflement dans mes oreilles. Ma vision se brouilla de larmes que je refusais de laisser couler. Je regardais autour de la pièce, cherchant un visage qui croiserait le mien, une main qui pourrait se tendre à travers la table. Henri Dubois, l'ancien associé de mon père, avait l'air accablé mais resta assis. Un voisin se déplaça mal à l'aise, jetant un coup d'œil vers la porte comme s'il envisageait de partir. Je pressai ma paume contre ma joue brûlante et me forçai à me tenir droite. Je ne les laisserais pas me voir craquer. L'humiliation m'écrasait, plus lourde que la piqûre de la gifle. À cet instant, je compris que l'invitation à cette fête n'avait jamais été une question de réconciliation. C'était une mise en scène, et j'avais été amené ici pour être humilié. Le brouhaha reprit, chuchotements et murmures tandis que les gens se penchaient les uns vers les autres, faisant attention de ne pas parler trop fort. Mon père retourna à sa chaise comme si de rien n'était. Ma mère toucha son bras, son sourire figé pour la salle. Amélie se versa un autre verre de champagne, un sourire narquois dans ma direction. Je restai assise, figée, fixant les lumières du sapin de Noël, les décorations reflétant la lueur comme de minuscules fragments de verre. Mon cœur battait la chamade, mais sous la honte, il y avait autre chose, quelque chose de tranchant et de froid qui se formait dans ma poitrine. Je ne le savais pas encore, mais c'est à ce moment-là que tout a commencé à changer. Quand j'étais petite, je pensais que la famille Leroy était le genre de famille que les autres enviaient. Mon père bâtissait son entreprise de construction à partir de rien, ma mère était belle et sociable, et j'étais leur enfant en or, celle qui gagnait les concours de dictée et jouait du piano à chaque récital scolaire. Pendant les 8 premières années de ma vie, j'étais leur fierté et leur joie. Ils se vantaient de moi auprès des voisins, gardaient chaque ruban que je rapportais à la maison et remplissaient des albums photos de mon sourire. Tout a basculé l'année où Amélie est née. Elle était blonde, aux yeux bleus, et dès son arrivée, c'était comme si le soleil se levait et se couchait sur elle. Je me souviens d'être debout dans la chambre d'hôpital, serrant la nouvelle poupée que grand-mère m'avait achetée, regardant mes parents roucouler devant le berceau. On m'a dit d'être une bonne grande sœur, de partager, d'aider. Du jour au lendemain, je n'étais plus la star de leur monde, mais la responsable qui devait mieux savoir. Enfant, la différence entre nous est devenue impossible à ignorer. Quand Amélie a cassé mon jouet préféré, mes parents ont dit que les accidents arrivent. Quand elle a gribouillé partout sur mon projet de science la veille de l'exposition, ma mère a dit que les sœurs partagent tout. J'ai passé des heures à le refaire, les yeux fatigués, et j'ai remporté la 2e place. Mon père a applaudi poliment, mais s'est vanté plus tard du dessin d'Amélie scotché au frigo. Au lycée, ça a empiré. Amélie s'est faufilée dans mon placard et a porté ma robe de soirée sans demander, la rendant avec une tache de vin sur le côté. J'ai pleuré et supplié mes parents de m'aider à payer le nettoyage, mais ils m'ont ignoré. Amélie est jeune, ont-ils dit, elle voulait juste être jolie. La semaine suivante, mon père lui a glissé de l'argent pour une nouvelle tenue pour lui remonter le moral. Quand elle a accidenté ma voiture à 17 ans, c'est moi qui ai géré les appels à l'assurance. Ils lui ont acheté des bijoux pour la consoler pendant que je prenais le bus pour aller travailler. Je me suis dit que si je travaillais plus dur, si j'accomplissais plus, il me remarquerait à nouveau. Alors j'ai étudié tard dans la nuit, obtenu des bourses et me suis poussé jusqu'à être diplômé major de ma promotion. J'ai été la première de la famille à intégrer l'école polytechnique, vivant à Paris avec rien d'autre que des petits boulots et de la détermination. Chaque succès que j'ai obtenu était le mien seul. Dans ma 2e année au cabinet où je travaille maintenant, j'ai rencontré Michel. Il était stable et gentil, un jeune avocat d'affaires avec un sourire chaleureux. Il me posait des questions que personne d'autre dans ma famille n'avait jamais pris la peine de poser. Il voulait savoir quel livre je lisais, ce qui me faisait rire, ce dont je rêvais. Quand nous nous sommes mariés 3 ans plus tard, c'était une petite cérémonie dans une église près de Paris. Je portais une simple robe en dentelle et Michel a pleuré quand j'ai remonté l'allée. Mes parents ont critiqué le tout comme étant bon marché, pas assez grandiose pour un mariage Leroy. La plus grande blessure est venue quand Michel et moi avons découvert ma lutte contre l'endométriose. Nous avons essayé des traitements, prié à travers 2 fausses couches, et finalement accepté que des enfants biologiques ne feraient peut-être jamais partie de notre avenir. Ma mère m'a traité de lâcheuse. Mon père a regardé Michel dans les yeux et lui a suggéré de trouver une vraie femme qui pourrait lui donner des fils.
Pendant les fêtes, Amélie levait son verre et plaisantait sur la branche stérile de l'arbre généalogique. La pièce riait toujours, et je m'excusais toujours pour aller aux toilettes afin de surmonter la piqûre de l'humiliation. Nous avons alors pris nos distances, lentement au début, moins d'appels et des visites plus courtes, puis seulement des cartes de Noël. Je pensais que la distance protégerait mon cœur, que peut-être sans les rappels constants de leur déception, je pourrais vivre librement. J'ai construit une vie avec Michel, remplie d'amis qui sont devenus une famille, de dîners dans notre appartement haussmannien et de vacances que nous payons nous-mêmes. Nous parlions d'adoption un jour, et pour la première fois, j'ai senti l'espoir que la famille pourrait être définie d'une nouvelle manière. Pourtant, malgré tout, quand l'invitation pour la fête de Noël de mon père est arrivée, écrite de sa main, j'ai laissé une lueur d'espoir entrer. Peut-être que le fait d'avoir 62 ans l'avait adouci. Peut-être qu'il voulait se réconcilier, me reconnaître enfin comme sa fille. J'ai ignoré le nœud d'angoisse dans mon estomac et je me suis dit que les gens changent. J'ai emballé une montre à gousset ancienne que j'avais cherchée pendant des semaines, une comme celle de mon grand-père, le genre que mon père avait toujours admiré. Je suis allé à Saint-Germain-en-Laye en croyant que cela pourrait être un nouveau départ. Mais au moment où sa main a rencontré mon visage, toutes ces années à être mises de côté sont revenues en force. Le son des invités haletants était le même que les rires aux blagues cruelles d'Amélie, le même que le silence quand ma mère m'a dit que j'avais échoué en tant que femme. Dans cette seule frappe, mon père a confirmé ce que je craignais depuis que j'étais enfant, debout près du berceau d'Amélie. Je n'étais plus sa fierté. Je n'étais même plus son égal. J'étais sa honte, à remettre à sa place chaque fois que j'osais dire la vérité. Je suis restée assise là, la joue brûlante, rejouant tout cela dans ma tête, les trophées qui passaient inaperçus, les nuits où je restais éveillé à mémoriser des formules à la lueur d'une bougie quand la facture d'électricité n'était pas payée, la façon dont Michel me tenait silencieusement après chaque grossesse ratée, promettant que cela ne changeait rien à son amour. Tous les sacrifices que j'ai faits pour prouver que j'étais assez, toutes les fois où j'ai ravalé ma peine pour que mes parents puissent garder leur image parfaite. Le rire d'Amélie résonnait dans mes oreilles bien après que la pièce se soit calmée. Elle se pencha vers Julien, sa main manucurée s'agitant vers moi comme si j'étais une enfant indisciplinée qui avait embarrassé la famille. J'ai vu la lueur de satisfaction dans ses yeux. Elle m'avait toujours voulu petite, invisible, effacée. Ce soir, elle avait enfin la performance complète de mes parents pour le prouver. Je me suis forcé à redresser le dos et j'ai regardé à travers la pièce des visages que je considérais autrefois comme des amis de la famille. La plupart se sont détournés, certains chuchotaient. Seul Henri Dubois, l'ancien associé de mon père, a croisé mon regard. Son visage était pâle, sa mâchoire crispée, et bien qu'il n'ait rien dit, quelque chose dans son regard m'a dit qu'il savait que cela était allé trop loin. J'ai respiré profondément, me forçant à ne pas pleurer. Si je m'effondrais maintenant, Amélie gagnerait, ma mère aurait un sourire narquois et mon père me rejetterait une fois de plus. Mais alors que les lumières du sapin vacillaient contre les vieilles fenêtres et que la piqûre de la gifle de mon père brûlait plus fort que jamais, j'ai réalisé quelque chose que je n'avais jamais osé admettre. Ce n'était plus une famille à qui je pouvais mendier de l'amour. C'était une guerre que je devais mener différemment. J'ai attrapé mon manteau drapé sur le dossier de ma chaise, mes doigts stables malgré les tremblements intérieurs. Les invités m'ont regardé me lever. Le sourire de ma mère vacilla, confuse par mon sang-froid. Mon père serra son verre plus fort, les yeux plissés. Le sourire narquois d'Amélie s'élargit, supposant que mon silence signifiait ma défaite. Je suis sorti dans la nuit de décembre, l'air froid remplissant mes poumons. La neige craquait sous mes bottes alors que je me dirigeais vers ma voiture. Pour la première fois, je ne me sentais pas comme la fille abandonnée mendiant des miettes d'affection. Je me sentais comme une femme au bord de quelque chose de plus grand, quelque chose qui pourrait enfin transformer des années d'humiliation en toute autre chose. Ce que je ne savais pas, c'est que les chuchotements dans cette maison ne resteraient pas entre ces murs. Le matin, la ville serait en effervescence avec les ragots, et mon humiliation se répandrait plus loin que je ne l'avais jamais imaginé. Le lendemain matin, mon téléphone n'arrêtait pas de vibrer avec des messages que je n'avais pas sollicités. Une voisine de la rue de mes parents m'a laissé un message vocal, son ton feutré mais débordant de curiosité. Elle a dit qu'elle avait entendu parler d'une scène à la fête de Noël des Leroy et voulait savoir si j'allais bien. Je l'ai supprimé avant qu'elle ne finisse. Puis est venu un SMS d'une ancienne camarade de classe qui vivait encore à Saint-Germain-en-Laye, demandant s'il était vrai que mon père m'avait frappé devant tout le monde. J'ai fixé l'écran, l'estomac noué. Les petites villes ont la mémoire longue, et des nouvelles comme celle-ci se répandent plus vite que la poudre.
Je suis allé au café du coin près de mon appartement à Paris, espérant que le café calmerait mes nerfs. Alors que je faisais la queue, j'ai surpris 2 femmes à une table qui chuchotaient mon nom. Elles ne m'ont pas vu au début, mais quand l'une d'elles a levé les yeux et que nos regards se sont croisés, elle a rougi et a rapidement baissé la tête. J'ai de nouveau senti la piqûre de la honte m'envahir. Même ici, loin de Saint-Germain-en-Laye, les chuchotements m'avaient suivi. Quand je suis rentré chez moi, ma messagerie vocale était pleine. Certains messages étaient gentils, comme celui de ma collègue Mélanie, qui a dit qu'elle avait entendu des ragots mais n'y croyait pas et qu'elle était là si j'avais besoin de quelqu'un. D'autres étaient cruels. Un appelant anonyme a dit que mon père m'avait peut-être enfin appris une leçon. J'ai serré mon téléphone si fort que j'ai cru qu'il pourrait se briser. Ce soir-là, alors que j'étais assise dans ma cuisine à regarder la neige tomber dehors, on a frappé à la porte. J'ai ouvert et j'ai trouvé Julien, debout maladroitement dans le couloir, les mains enfoncées dans les poches de son manteau. Ses yeux balayaient le couloir comme pour s'assurer que personne ne l'avait suivi. « Chloé, je peux entrer une minute ?» demanda-t-il doucement. J'ai hésité. Julien avait toujours été poli mais distant, plus une ombre suivant ma sœur qu'un beau-frère avec ses propres convictions. Pourtant, quelque chose dans son expression semblait sincère, voire nerveux. Je me suis écarté. Il se tenait près du comptoir, transférant son poids d'un pied à l'autre. « Je suis désolé pour ce qui s'est passé hier soir. »« Désolé ne défait pas les choses, » dis-je sèchement. « Je sais, » il se frotta le front, « mais il y a des choses que tu ne sais pas. Amélie et tes parents ont dit des choses sur toi à tout le monde en ville. Ils disent aux gens que tu as tourné le dos à la famille, que tu refuses d'aider quand les temps sont durs. » Ma poitrine se serra. Ils ne m'ont jamais demandé d'aide. Julien me regarda alors, ses yeux lourds. Il ne demanderait jamais. Il préférerait te peindre comme une égoïste. C'est plus facile comme ça. Je me suis appuyé contre le comptoir, mes mains agrippant le granit froid. Pourquoi me dis-tu ça? Parce que j'ai vu ton visage hier soir. J'ai vu comment il t'a frappé. C'était mal. Et la vérité, c'est que les choses sont pires que tu ne le penses. Il s'arrêta, se mordillant la lèvre. Un instant, j'ai cru qu'il allait tout me dire, mais il secoua la tête. Je ne peux pas en dire plus. Pas encore. Fais juste attention. Attention à quoi? Il secoua de nouveau la tête, la mâchoire crispée. J'en ai déjà trop dit. Avant que je puisse insister, il enfila ses gants et sortit, me laissant en silence. Je me suis affalé sur une chaise, rejouant ses paroles. Il y a des choses que tu ne sais pas, fais attention. Mon cœur battait à la fois d'angoisse et de curiosité. Qu'est-ce qui pouvait être si terrible que même Julien, qui ne s'opposait habituellement jamais à Amélie, m'avertirait? Le lendemain, à l'épicerie près de mon appartement, j'ai entendu 2 femmes plus âgées près du rayon des fruits et légumes. L'une a dit assez fort pour que je l'entende, « Pauvre Michel. Imagine être marié à quelqu'un qui ne peut même pas lui donner d'enfant, et qui en plus humilie son père à Noël. » J'ai laissé tomber la barquette de fraises que je tenais. Les baies rouges se sont éparpillées sur le sol. Elles m'ont regardé, l'une avec pitié, l'autre avec dédain. Le temps que je retourne à ma voiture, je pouvais à peine respirer. L'humiliation avait sauté de cette salle à manger pour s'infiltrer dans tous les coins de mon monde. Ma douleur privée était maintenant un ragot pour des étrangers. Cette nuit-là, je me suis assise dans mon salon, les lumières tamisées, tenant la vieille montre à gousset que j'avais si soigneusement emballée pour mon père. Il ne l'avait même pas ouverte. Mes doigts traçaient le motif gravé sur son couvercle. C'était comme une relique d'un rêve que j'avais eu, celui d'être à nouveau accepté. Maintenant, c'était la preuve de mon propre espoir insensé. Mon téléphone a de nouveau vibré. Un autre message. Cette fois, c'était de Sophie, mon amie d'enfance qui vivait toujours à Saint-Germain-en-Laye. Elle a écrit, « J'ai entendu parler d'hier soir. Je suis tellement désolé. On peut se parler ?» Je l'ai appelée immédiatement. Sa voix est arrivée, chaleureuse et stable. « Chloé, tu ne peux pas laisser ça te briser. Tout le monde en ville en parle, mais tu dois savoir que tout n'est pas vrai. Amélie envenime les choses. Elle a dit aux gens que tu refuses de partager ton argent, que tu méprises la famille. » J'ai ri amèrement. Partager mon argent? Ils n'ont jamais demandé. Ils ne font que me ridiculiser. Je sais, dit doucement Sophie, mais écoute, je pense que c'est plus que de l'humiliation.
Je pense qu'ils essaient de protéger quelque chose. Qu'est-ce que tu veux dire? Elle a hésité. J'ai entendu des rumeurs selon lesquelles l'entreprise de ton père est en difficulté. De grosses difficultés. Et Amélie a dit aux gens que tu veux couper les ponts pour ne pas être entraîné dedans. Ma prise sur le téléphone se resserra. Je n'avais rien entendu de tout cela jusqu'à présent. Mon père s'était toujours vanté de Leroy Construction comme si elle était intouchable. Chloé, continua Sophie, promets-moi juste d'être prudente. Amélie et tes parents sont désespérés. Les gens désespérés font des choses désespérées. Quand nous avons raccroché, j'ai fixé le plafond, la pièce tournant autour de moi. L'humiliation n'était qu'une partie de l'histoire. Derrière elle se cachait quelque chose de plus sombre, quelque chose qui sentait le désespoir et les secrets. Pour la première fois depuis des années, j'ai senti une vague de colère brûler plus fort que ma honte. Non seulement il m'avait brisé devant 20 invités, mais il répandait des mensonges dans la ville, me peignant comme égoïste et amer, tout en me cachant quelque chose. L'avertissement de Julien résonnait dans mon esprit, se mêlant aux paroles de Sophie. J'ai su alors que je ne pouvais plus rester silencieuse. Quelque chose était en train de s'effondrer dans ma famille, et si je ne le découvrais pas, je ne perdrais pas seulement ma dignité, je pourrais perdre tout ce qui était lié à mon nom. La nuit après l'appel de Sophie, je me suis assise sur le bord de mon lit avec le téléphone à la main, fixant le numéro de Henri Dubois. Je ne lui avais pas parlé depuis des années. Il avait été l'associé de mon père, à l'époque où Leroy Construction était en pleine expansion, un homme qui connaissait chaque détail de l'entreprise. Je me souvenais de lui comme quelqu'un de gentil, celui qui me glissait des biscuits lors des longues visites au bureau. Mon père avait brusquement coupé les ponts avec lui, prétendant que Henri ralentissait les choses. J'ai appuyé sur appeler avant de trop réfléchir. Le téléphone a sonné 3 fois avant qu'une voix rauque ne réponde. Henri Dubois. Monsieur Dubois, c'est Chloé Leroy. Il y eut un silence, puis un soupir. Je me demandais quand j'allais avoir de vos nouvelles. Après ce qui s'est passé à la fête de Noël de vos parents, je me suis dit que ce n'était qu'une question de temps. Mon cœur s'emballa. Vous avez entendu? Tout le monde a entendu, dit-il. Les petites villes ne gardent pas de secrets, Chloé. Je suis désolé pour ce qu'ils vous ont fait. Sa voix était douce, presque paternelle. Le son débloqua quelque chose en moi. J'ai ravalé la boule dans ma gorge. Monsieur Dubois, je pense que mon père cache quelque chose. Quelque chose à propos de l'entreprise. Puis-je vous voir? Venez demain matin. 7h30 chez moi, près de la forêt de Marly. N'apportez rien d'autre que vous-même. Le lendemain matin était glacial. Le givre s'accrochait aux arbres le long de la route étroite qui menait à sa propriété. Sa maison surplombait un étang gelé, une large véranda entourant la façade, la fumée s'échappant de la cheminée. Il ouvrit la porte avant que j'atteigne les marches, sa silhouette toujours grande bien que l'âge ait courbé ses épaules. Vous ressemblez trait pour trait à Éléonore, dit-il doucement, faisant référence à ma grand-mère. Entrez avant que nous ne gelions tous les deux. La chaleur de sa maison fut immédiate. Le salon sentait le feu de bois et les vieux livres. Il me conduisit à son bureau, une pièce bordée d'étagères et de lourds meubles en chêne. Une cafetière fumait sur le buffet. Je m'assis pendant qu'il nous versait une tasse à chacun. Je ne vais pas perdre de temps, dit-il. Votre père est noyé sous les dettes depuis des années. J'ai essayé de l'arrêter quand nous étions associés. Il n'arrêtait pas de prendre des raccourcis, de déplacer de l'argent, de contracter des prêts sous des noms qu'il n'aurait pas dû toucher. C'est pour ça que je suis parti. J'ai serré la tasse à 2 mains, essayant de me stabiliser. Sous des noms? Qu'est-ce que vous voulez dire? Henri ouvrit un tiroir et posa un dossier usé sur le bureau. À l'intérieur se trouvaient des documents, des demandes de prêt, des signatures. Mes yeux s'écarquillèrent. En haut d'une page se trouvait mon propre nom, écrit de la main audacieuse de mon père, se faisant passer pour moi. Ce n'est pas possible, murmurai-je. J'ai bien peur que si. En 2018, il a utilisé votre nom pour co-signer un prêt de 3,5 millions d'euros. Il a dit à la banque que vous étiez une partenaire silencieuse, que vous aviez accepté de soutenir l'expansion de Leroy Construction. Mon estomac se noua. Je n'ai jamais rien signé. Je vous crois, Chloé. J'ai gardé des copies parce que je savais qu'un jour, cela pourrait vous retomber dessus. Si ces prêts font défaut, les créanciers pourraient s'en prendre à vous personnellement. Les mots me firent l'effet d'une douche glacée.
J'ai passé mon doigt sur la signature falsifiée, si proche de mon écriture que ça me donnait la nausée. Des années de discipline, de travail tard dans la nuit à mon cabinet, tout pourrait être balayé parce que mon père avait volé mon nom. Henri se renversa en arrière. Il est désespéré maintenant. L'entreprise perd de l'argent. Amélie et Julien ont emménagé chez vos parents parce qu'ils n'arrivaient pas à joindre les deux bouts. Votre père s'accroche à la maison comme garantie. Je pensais au testament de ma grand-mère, à son insistance pour que la maison familiale reste en fiducie pour 3 générations. Mon père avait toujours parlé de cette maison avec fierté. Maintenant, ce n'était rien de plus qu'une monnaie d'échange. Que dois-je faire, demandai-je doucement. Rassembler des preuves, dit Henri fermement. Ne le confrontez pas encore. Vous avez besoin de preuves, de conseils juridiques et de quelqu'un en qui vous pouvez avoir confiance. J'ai hoché la tête, les mains tremblantes. En retournant vers Paris, la neige a recommencé à tomber, de doux flocons couvrant le pare-brise. Je me suis arrêté sur une aire de repos, agrippant le volant. La colère monta en moi, chaude et constante. L'humiliation de la gifle avait été cruelle, mais ceci était bien plus dangereux. Il n'avait pas seulement volé ma dignité, mais mon identité. Quand je suis rentré, je me suis assise à la table de la cuisine et j'ai ressorti la montre à gousset. J'ai pensé à ma grand-mère, à la force dans ses yeux quand elle m'a dit un jour que la famille ne consistait pas à plaire à tout le monde, mais à faire ce qui est juste. Pour la première fois depuis des années, j'ai senti sa présence, comme une main sur mon épaule. Ce soir-là, j'ai rappelé Sophie. J'ai besoin de ton aide, dis-je. As-tu toujours de la famille à la mairie? Oui, répondit-elle sans hésitation. Ma cousine Diane y travaille. De quoi as-tu besoin? J'ai besoin de voir le testament de grand-mère Éléonore, l'original. Et j'ai besoin des registres de tout changement récent concernant la maison. Sophie marqua une pause, puis dit, je vais l'appeler. Quoi que tu aies besoin, Chloé, je suis avec toi. Après avoir raccroché, je suis resté assise dans le silence de mon appartement, les lumières de la ville brillant à l'extérieur. Pendant des années, j'avais laissé leur cruauté me définir. Pendant des années, j'avais accepté l'humiliation, me convainquant qu'il valait mieux garder la paix. Mais maintenant, la vérité me regardait en noir et blanc, avec une version falsifiée de mon propre nom. Je me suis versé un verre d'eau, stabilisant ma respiration. Les prochaines étapes ne seraient pas faciles. Mon père avait bâti sa vie sur le contrôle et l'intimidation. Ma mère avait perfectionné l'art des apparences. Ma sœur avait toujours été leur chouchoute. Ils ne me donneraient pas la vérité de leur plein gré. Mais j'en avais fini d'attendre des miettes. La maison était silencieuse, à l'exception du bourdonnement du chauffage. Je me tenais près de la fenêtre, regardant les flocons de neige capter la lumière du lampadaire, et je savais que ce n'était que le début de la découverte de la profondeur des mensonges de mon père. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec une lourdeur dans la poitrine que le café ne pouvait pas dissiper. Le dossier que Henri m'avait montré était gravé dans ma mémoire, ces pages avec mon nom griffonné dessus de la main audacieuse de mon père. J'avais besoin de le revoir, de tenir la preuve entre mes doigts, pas seulement de me fier à la parole de Henri. En milieu d'après-midi, je me suis retrouvé de retour sur la route vers la forêt de Marly. Le ciel d'hiver était pâle et plat, les arbres nus bordant la route comme des témoins silencieux. Henri ouvrit la porte avant que je ne frappe, comme s'il m'attendait. Entrez, Chloé. Je sais pourquoi vous êtes là. Son bureau sentait le café et le vieux bois. Le dossier était sur le bureau comme s'il n'avait pas bougé depuis la veille. Mes mains tremblaient en sortant les documents un par un, demande de prêt, documents de constitution de société, déclaration fiscale. Chacun portait une version de ma signature qui semblait assez proche pour passer, mais assez fausse pour me retourner l'estomac. Celui-ci, dit Henri en tapotant une page datée de mai 2018, était pour le projet riverain. Votre père a dit à la banque que vous étiez une partenaire. Il a obtenu un prêt de 3,5 millions d'euros avec votre nom comme garant. J'ai senti ma gorge se nouer. Si ce projet a échoué, cela signifie-t-il que je pourrais être tenu responsable? Il hocha lentement la tête. Oui. C'est pourquoi j'ai gardé ça. Je savais qu'un jour, cela éclaterait au grand jour. J'ai posé mes paumes à plat sur le bureau pour me stabiliser. Pendant des années, j'avais travaillé dur pour être indépendante, pour garder mes finances propres, pour construire quelque chose que personne ne pourrait me prendre. Et pourtant, le voilà, l'avidité de mon père s'infiltrant dans ma vie comme un poison.
Henri me versa du café et attendit que je me sois ressaisi. Chloé, votre père est désespéré. Il utilise tous les outils à sa disposition, y compris vous. Vous devez être intelligente dans votre façon de gérer cela. J'ai étudié la pile de papier, l'encre noire éclatant sur le blanc. Il a falsifié mon nom, dis-je doucement, plus pour moi-même que pour Henri. Mon propre père. Les yeux de Henri s'adoucirent. Je sais que ça fait mal. Mais vous n'êtes pas impuissante. Vous avez des preuves, et vous avez des gens qui vous aideront. J'ai pris le dossier et l'ai glissé dans mon sac. Je dois montrer ça à Michel. Il saura quoi faire. Sur le chemin du retour à Paris, mon téléphone a vibré avec un SMS d'Amélie. Il disait, « Tu as assez embarrassé papa. Reste en dehors des affaires de famille. » Ma prise sur le volant se resserra. Elle était si sûre de sa position, si certaine que je plierais. Pour une fois, j'ai presque eu pitié d'elle. Elle n'avait aucune idée de tout ce que j'avais découvert. Quand je suis arrivé à mon appartement, Michel attendait, sa valise encore près de la porte après son voyage. Ses yeux s'assombrirent alors que je posais le dossier sur la table de la cuisine et lui montrais les documents. Il lut chacun d'eux attentivement, les lèvres serrées. « C'est de la fraude, dit-il finalement, clair et simple. S'il a utilisé ton nom sans ton consentement, c'est un crime. » J'ai hoché la tête, la poitrine lourde. Que se passe-t-il si la banque s'en prend à moi? Michel prit ma main. Nous ne laisserons pas les choses en arriver là. Mais nous devons agir avec prudence. Si nous poussons trop vite, il pourrait détruire d'autres preuves. Je me suis appuyé contre lui, ma joue reposant sur son épaule. Pour la première fois depuis des jours, je me suis senti un peu en sécurité. Plus tard dans la soirée, j'ai appelé Sophie. Elle a décroché à la première sonnerie. « Tu as trouvé quelque chose ?» « Oui, dis-je, plus que je ne le voulais. Mon père a falsifié mon nom sur des prêts de plusieurs millions d'euros. » Il y eut une longue pause. « Oh, Chloé. » Je lui ai dit que j'avais besoin de l'aide de Diane avec les archives de la mairie. J'ai besoin de voir le testament de grand-mère, l'original. Si papa essaie d'utiliser la maison comme garantie, nous devons savoir exactement ce que dit la fiducie. Sophie a promis d'organiser une rencontre. Tu n'es pas seule dans cette affaire, dit-elle fermement. Cette nuit-là, je me suis assise à la table de la cuisine avec le dossier étalé devant moi. J'ai passé mon doigt sur les lignes d'encre, les dates, les mensonges. La voix de mon père résonnait dans ma tête, celle de la fête de Noël, son toast sur le patrimoine, sa fierté familiale. Tout n'était qu'un masque pour couvrir son désespoir. J'ai fermé le dossier et l'ai placé soigneusement dans le tiroir près de mon lit. Mon cœur me faisait mal, mais sous la douleur, il y avait une étincelle de détermination que je n'avais pas ressentie depuis des années. S'il pensait pouvoir m'enterrer sous ses mensonges, il avait sous-estimé la fille qu'il avait mise de côté. La ville à l'extérieur de ma fenêtre était calme, des flocons de neige dérivant sous le lampadaire. Je me suis versé un verre d'eau, stabilisant ma respiration. Demain apporterait plus de questions, plus de risques, mais j'avais franchi une ligne. Il n'y avait plus de retour en arrière possible. Le lendemain matin, Sophie m'a retrouvé dans un café juste à côté de la rue au Pin à Saint-Germain-en-Laye. Son écharpe encore enroulée autour de son cou et ses joues rouges de froid, elle s'est glissée dans la banquette en face de moi avec une rapide étreinte et a posé une tasse de café fumant. J'ai parlé avec Diane hier soir, dit-elle à voix basse. Elle est prête à aider, mais nous devons être discrets. Mon estomac se serra. Merci, vraiment. 1 heure plus tard, Sophie nous a conduites au bâtiment de la mairie, une structure trapue en briques avec des taches de sel sur les marches et un flux constant de personnes entrant et sortant. À l'intérieur, Diane attendait près du comptoir du service des archives, ses cheveux tirés en chignon et un cordon autour du cou. On aurait dit qu'elle portait le poids de trop de secrets. Elle me salua d'une poignée de main ferme. « Je ne devrais pas faire ça, » chuchota-t-elle, mais Sophie dit que vous avez besoin de réponses. Venez avec moi. Nous l'avons suivie dans un couloir étroit bordé de classeurs jusqu'à une petite salle d'archives. Diane ferma la porte derrière nous et sortit un épais classeur de l'étagère. C'est le dossier de succession original d'Éléonore Leroy, expliqua-t-elle. Personne ne l'a consulté depuis des années. Mes doigts tremblaient en ouvrant le classeur. C'était là, l'écriture de ma grand-mère dans les marges, sa calligraphie élégante énonçant les souhaits qu'elle avait rendus limpides. La maison des Leroy devait rester en fiducie pour 3 générations.
Elle ne pouvait être ni vendue, ni hypothéquée, ni transférée sans le consentement unanime de ses deux petits-enfants. C'était comme entendre à nouveau sa voix, stable et forte, me guidant même après sa mort. J'ai senti les larmes poindre au coin de mes yeux. Elle nous avait protégés, m'avait protégé, même si mes parents avaient passé des années à prétendre que je n'existais pas. Diane tapa sur la page. Si votre père a essayé d'utiliser la propriété comme garantie, il viole cette fiducie. Ce n'est pas une question mineure. J'ai dégluti difficilement. Donc légalement, il ne peut pas y toucher? Pas sans votre consentement, confirma TL. Et s'il a déformé la propriété au prêteur, c'est une fraude grave. Sophie me serra le bras. Tu vois, Chloé, tu n'es pas folle. Ce sont eux qui enfreignent la loi. J'ai fermé soigneusement le classeur, mon pouce accélérant. Toutes ces années, mon père a agi comme si la maison était son royaume, mais elle n'avait jamais été à lui pour la donner. Avant de partir, Diane me glissa un bout de papier plié dans la main. C'est une liste des récents dépôts concernant la propriété. Vous devriez regarder attentivement les dates. Dans la voiture, j'ai déplié le papier, mes yeux fixés sur l'entrée d'octobre, à peine 2 mois avant Noël. Elle montrait une tentative de modification, un dépôt que mon père avait essayé de faire passer, listant Amélie comme fiduciaire successeur. Mon sang se glaça. Il essaie de m'exclure, murmurai-je. Sophie serra plus fort le volant. Alors nous devons agir plus vite. Cette nuit-là, je me suis assise dans mon appartement, les documents étalés sur la table, Michel à côté de moi, parcourant chaque page, sa mâchoire se crispant à chaque ligne. Chloé, c'est suffisant pour obtenir une injonction. Il ne peut légalement pas te contourner. Mais s'il a déjà menti au prêteur, dis-je, que se passe-t-il alors? Il me regarda fixement. Alors, nous avons un moyen de pression. Je me suis renversé en arrière, épuisé mais plus vive que jamais. Pendant des années, je m'étais senti comme la fille impuissante, effacée des photos de famille, diminuée par des mots cruels. Maintenant, la vérité était là, noir sur blanc. Les souhaits de ma grand-mère étaient inébranlables, et les manipulations de mon père n'étaient que de la poudre aux yeux. Sophie a appelé plus tard dans la soirée. « Tu vas bien ?»« Je vais plus que bien, » lui dis-je. Pour la première fois depuis des années, j'ai l'impression que grand-mère est juste à côté de moi. Après avoir raccroché, j'ai transporté le classeur et les papiers dans ma chambre, les plaçant dans un coffre verrouillé au pied de mon lit. J'ai touché la surface métallique froide et me suis murmuré une promesse. Je ne serai plus réduite au silence. La ville dehors était silencieuse sous une nouvelle couche de neige, mais à l'intérieur de ma poitrine, la tempête ne faisait que commencer. Michel était assis en face de moi à la table de la cuisine, les documents de la fiducie et les demandes de prêts falsifiés étalés entre nous. Il se frotta les tempes, son esprit d'avocat calculant déjà les prochaines étapes. Chloé, nous ne pouvons plus gérer ça seul. C'est plus grand que des disputes familiales. C'est criminel. J'ai senti mon estomac se nouer. Je savais qu'il avait raison, mais le dire à voix haute rendait la chose réelle. Que faisons-nous? Il sortit son téléphone. Je connais quelqu'un. Un collègue de la fac de droit. Il s'appelle Maître Bernard Dupont. Il est spécialisé dans la fraude successorale et l'usurpation d'identité. Si quelqu'un peut te protéger, c'est lui. Le lendemain, je suis entré dans un immeuble de bureaux élégants du centre de Paris, mon cœur battant la chamade alors que l'ascenseur montait au 15e étage. Maître Dupont nous a accueillis dans le hall, un homme grand, la quarantaine, avec un regard stable et le genre de calme qui vous faisait vous sentir à la fois en sécurité et mal à l'aise. Il nous a fait signe d'entrer dans son bureau et m'a invité à commencer. J'ai étalé les documents que Henri m'avait donnés, puis le bout de papier de Diane avec les dépôts de propriété. Alors que Maître Dupont parcourait chaque page, ses sourcils se fronçaient de plus en plus. « Ce n'est pas une petite affaire, dit-il finalement. Votre père a commis un faux. Il a utilisé votre identité sans autorisation, probablement plusieurs fois. Si ces prêts ont fait défaut, vous pourriez faire face à des créanciers qui s'en prendront à vous personnellement. » Les mots m'ont fait agripper la coudoir du fauteuil. Pourrais-je vraiment être poursuivi pour des dettes que je n'ai jamais acceptées? La voix de Maître Dupont s'adoucit. C'est pourquoi nous agissons maintenant. Avec les preuves que vous avez et les documents de fiducie originaux, nous pouvons demander au tribunal de geler tout transfert de la maison Leroy. Nous pouvons également commencer à préparer un dossier pour fraude, si nécessaire. Michel me serra la main.
Elle n'essaie pas de détruire sa famille, maître. Elle veut juste que la vérité soit protégée. Maître Dupont hocha la tête. Alors nous prendrons le chemin le plus stratégique. Nous sécuriserons d'abord la maison. Ensuite, si votre père riposte, nous montrerons aux tribunaux ce qu'il a fait. Pour la première fois depuis des semaines, j'ai senti le poids se déplacer. Je n'étais plus impuissante. Plus tard dans la nuit, de retour dans notre appartement, je me suis assise près de la fenêtre avec une couverture enroulée autour de mes épaules. La ligne d'horizon de Paris brillait au loin, mais tout ce que je pouvais voir dans mon esprit était le visage de mon père lorsque la vérité le confronterait enfin. Je me demandais s'il se mettrait en rage, s'effondrerait, ou les deux. Michel m'a rejointe, me tendant une tasse de thé. « Tu es forte, Chloé. » Ne l'oublie pas, je l'ai regardée, reconnaissante. J'ai passé tant d'années à essayer de gagner leur approbation. Maintenant, je vois que ce n'était jamais une question que je ne sois pas assez. C'était une question qu'ils avaient besoin de contrôle. La semaine suivante, Maître Dupont a déposé les documents pour l'injonction, citant le langage de la fiducie que Diane avait découvert. Il a expliqué chaque étape avec soin, s'assurant que je comprenais. C'était clinique, légal, mais en dessous de tout cela, je sentais quelque chose de personnel. La voix de ma grand-mère, sa promesse que la maison resterait dans la famille, était enfin honorée à travers moi. La nuit, je rêvais de la maison Leroy, de sa large véranda et du pin qui se dressait depuis des générations dans le jardin. Pendant des années, je l'avais évitée, l'associant à la douleur. Maintenant, je la considérais comme une forteresse de vérité que je devais protéger. Pourtant, la peur persistait. Je savais que mon père ne resterait pas silencieux. Il se déchaînerait, manipulerait, déformerait l'histoire. Ma mère le soutiendrait. Amélie applaudirait et l'encouragerait comme elle l'avait toujours fait. Mais l'avertissement de Julien résonnait dans mes oreilles, et le regard stable de Henri me rappelait que j'avais des alliés. Un soir, alors que la neige tapait contre les fenêtres, Michel a relu le projet de requête de Maître Dupont. « C'est béton, dit-il. Ils ne peuvent pas l'ignorer. » J'ai expiré lentement. Bien. Mais au fond de moi, je savais que le plus dur restait à venir. Les documents légaux pouvaient protéger la maison, mais ils ne pouvaient pas réparer la trahison ni faire taire les mensonges qui se propageaient à Saint-Germain-en-Laye. Cette partie exigerait que j'affronte ma famille de front. J'ai fermé les yeux, entendant à nouveau l'écho de la main de mon père sur ma joue, le rire d'Amélie, le sourire narquois de ma mère. Ces souvenirs ne me faisaient plus reculer. Ils m'alimentaient. La tempête en moi n'était plus le chaos. C'était la concentration. Le prochain coup serait le mien. Le lendemain matin, je me suis réveillé avant l'aube, la poitrine serrée par le poids de tout ce que je portais. La ville dehors était encore calme, mais mon esprit tournait comme s'il avait couru toute la nuit. Je savais que je ne pouvais pas rester éternellement dans la sécurité de mon appartement. Si mon père était assez audacieux pour falsifier mon nom sur des prêts de plusieurs millions d'euros, alors les mensonges pourraient être plus profonds que je ne l'imaginais. J'avais besoin de voir les preuves de mes propres yeux, pas seulement de faire confiance à ce que Henri m'avait montré. Michel versa du café dans 2 tasses alors que j'enfilais mon manteau. « Où vas-tu si tôt » demanda-t-il, le front plissé. Je lui ai parlé de Marc, l'agent de crédit à la succursale de la BNP Paribas du centre de Paris. Un ami d'un collègue de Michel nous avait mis en contact, et il avait accepté de vérifier discrètement si mon nom était lié à des comptes ou des prêts. Michel insista pour venir avec moi. La ville se réveillait à peine alors que nous traversions des rues bordées de gadous et de voitures saupoudrées de neige. Nous sommes entrés dans le grand bâtiment de verre, l'air chaud sentant le nettoyant pour moquette et l'encre d'imprimante. Des gens passaient devant nous dans de longs manteaux, certains tenant des porte-documents ou des enveloppes. Marc nous a rencontrés dans le hall, un homme d'une 50aine d'années, aux cheveux clairsemés et aux yeux qui semblaient fatigués mais gentils. Il serra la main de Michel, puis la mienne, et nous conduisit dans un petit bureau au mur de verre dépoli. « Asseyez-vous, s'il vous plaît » dit-il à voix basse. J'ai fait quelques recherches après notre conversation téléphonique. Ce que j'ai trouvé est troublant. Mon cœur battait la chamade alors qu'il tournait le moniteur pour que je puisse voir. Sur l'écran, des dossiers de prêts, des signatures numérisées, des états financiers. Mon nom apparaissait encore et encore, Chloé Leroy, garante, partenaire. Ce n'est pas possible, murmurai-je en me penchant plus près. Marc cliqua pour agrandir une signature. J'ai fixé les boucles du C, l'inclinaison soignée du L.
C'était proche, effroyablement proche, mais ce n'était pas la mienne. Mon père avait toujours eu un don pour imiter les écritures quand il le voulait. Je n'ai jamais signé ça. Marc hocha lentement la tête. Alors quelqu'un l'a falsifié. Ce document en particulier est lié à un refinancement de 2021. 2 millions d'euros de dette. S'il fait défaut, la banque pourrait s'en prendre à vous. La pièce a basculé un instant. J'ai agrippé la coudoir du fauteuil. La main de Michel stabilisa la mienne. Elle n'a jamais rien autorisé de tout cela, dit-il fermement. Le visage de Marc était grave. Alors vous devez vous protéger. Prenez des copies de ceci. Vous en aurez besoin. Il imprima une pile et la glissa dans un dossier. Je l'ai mis dans mon sac avec des mains tremblantes. En quittant la banque, l'air froid me gifla le visage. J'ai respiré fort, essayant de calmer la tempête dans ma poitrine. Le bras de Michel s'enroula autour de mes épaules. Cela ne fait que prouver ce que Henri nous a prévenu. Nous allons l'arrêter, Chloé. De retour dans la voiture, j'ai sorti les documents et les ai parcourus. Page après page, mon nom utilisé comme un outil, ma vie transformée en garantie. La rage pulsa en moi, mais en dessous, il y avait quelque chose de plus froid. Si mon père pouvait faire ça à moi, sa propre fille, de quoi d'autre était-il capable? Cet après-midi-là, Sophie est passée avec des croissants, ses cheveux rentrés sous un bonnet en tricot, ses yeux écarquillés d'inquiétude. Tu as l'air pâle. Que s'est-il passé? J'ai étalé les papiers sur la table. Un autre prêt. 2 millions d'euros. Mon nom falsifié à nouveau. La bouche de Sophie tomba. Chloé, c'est criminel. Michel hocha la tête d'un air sombre. Et nous allons le traiter comme tel. Elle tendit la main sur la table et serra la mienne. Je n'arrive pas à croire que tes parents laisseraient les choses aller aussi loin. Ils le feraient, dis-je doucement. Et pire, ils m'ont déjà humilié devant toute la ville. Pourquoi s'arrêter à ma dignité quand ils peuvent aussi prendre mon avenir? Nous sommes restés en silence pendant un long moment, le seul son étant le bourdonnement du chauffage. Finalement, Sophie dit, je suis avec toi. Quoi qu'il arrive. Plus tard dans la soirée, quand Sophie fut partie, j'ai transporté le nouveau dossier dans ma chambre et l'ai placé à côté des documents de la fiducie. Le coffre en métal semblait plus lourd maintenant, comme s'il ne portait pas seulement du papier, mais la vérité de décennies de trahison. Je me suis agenouillé à côté pendant un moment, ma main posée sur le couvercle. J'ai pensé à ma grand-mère, à sa voix ferme quand elle m'a dit un jour que l'intégrité valait plus que l'argent. Elle avait construit cette maison comme un foyer, pas comme une monnaie d'échange. Elle n'aurait jamais imaginé son fils tordre son héritage en dette et en tromperie. Michel s'appuya contre le chambranle de la porte, me regardant. Il dit doucement, chaque preuve que nous trouvons est un pas de plus vers la liberté. Je levai les yeux vers lui. Et un pas de plus pour qu'il ne me pardonne jamais. Il traversa la pièce et me prit dans ses bras. Ils ont fait leur choix, Chloé. Maintenant, tu fais le tien. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. Je suis resté éveillé, fixant le plafond, les lumières de la ville s'infiltrant à travers les stores. Je me suis souvenu du toast de mon père à la fête de Noël, sa voix tonnant sur le patrimoine et la loyauté. Maintenant, ces mots semblaient de la cendre. Il avait utilisé la loyauté comme une laisse, le patrimoine comme une arme. À 3 heures du matin, je me suis levé et me suis tenu près de la fenêtre, regardant la neige tomber sous la lueur du lampadaire. Le calme de la nuit m'enveloppait, mais à l'intérieur, je me sentais plus vive que jamais. Il pensait que l'humiliation me réduirait au silence. Il pensait que des signatures falsifiées me piégeraient. Il pensait que les ragots m'enterreraient. J'ai pressé ma main contre la vitre froide et me suis murmuré, ils avaient tort. La tempête en moi n'était plus la peur. C'était de la résolution, stable et inébranlable. Au moment où la première lueur de l'aube toucha les toits, je savais exactement ce qu'il fallait faire. Demain, je reverrai Maître Dupont. Cette fois, je ne viendrai pas seulement comme une fille cherchant de l'aide. Je viendrai armé de preuves qui pourraient tout changer. Le bureau de Maître Dupont semblait plus froid ce matin-là, bien que le chauffage bourdonnât régulièrement à travers les bouches d'aération. J'ai glissé le nouveau dossier sur son bureau, les papiers que j'avais obtenus de la banque encore frais de l'imprimante. Il les a parcourus rapidement, sa mâchoire se crispant alors que ses yeux passaient d'une page à l'autre. C'est exactement ce dont nous avions besoin, dit-il. Avec ça et les documents de la fiducie,
nous pouvons arrêter toute tentative de transfert de la maison. Plus que ça, Chloé, c'est suffisant pour ouvrir une enquête pour fraude. Le mot fraude résonna dans mes oreilles. J'ai croisé les mains sur mes genoux, mon pouls martelant. C'est mon père, murmurai-je. Maître Dupont se pencha en avant, sa voix calme mais ferme. C'est aussi un homme qui a utilisé votre identité pour garantir des millions de prêts. La loi ne le verra pas comme votre père. Elle le verra comme un fraudeur. Michel posa sa main sur la mienne, me rassurant. Nous ne sommes pas là pour les détruire, Chloé. Nous sommes là pour te protéger, toi et le patrimoine de ta grand-mère. J'ai hoché la tête, déglutissant difficilement. Alors, quelle est la suite? Maître Dupont a exposé les étapes. D'abord, nous déposerions une requête d'urgence au tribunal des successions pour geler tout transfert de la maison Leroy. Ensuite, nous préparerions une plainte distincte détaillant les signatures falsifiées et les prêts non autorisés. Il a prévenu qu'une fois les documents signifiés, il n'y aurait aucun moyen de contenir les retombées. En quittant le cabinet, le vent froid de Paris nous fouetta. Michel resserra son écharpe et dit, ils vont se battre. Tu dois être prête. Je l'étais déjà. Ce soir-là, Sophie est passée, les joues rouges de froid, les bras chargés de course. Elle a préparé des pâtes pendant que je lui racontais tout ce que Maître Dupont avait dit. Quand j'ai eu fini, elle a posé la cuillère et m'a regardé droit dans les yeux. Chloé, tu dois te préparer à ce que la ville se retourne contre toi. Tes parents se sont présentés comme des victimes pendant des années. Une fois que cela sortira, ils redoubleront d'efforts. J'ai soupiré. Je sais. Saint-Germain chuchote déjà que je suis égoïste. Alors tu leur montres la vérité, dit Sophie avec férocité. Les gens respectent les faits plus que les ragots, surtout quand la loi s'en mêle. Ces mots m'ont donné de la force, bien que la peur persistât. Le lendemain matin, alors que la neige tombait drue sur la ville, Michel a suggéré que nous contactions à nouveau Henri. Il pourrait encore avoir des documents de son partenariat avec mon père qui pourraient donner du poids à notre dossier. Nous sommes allés près de la forêt de Marly, la route glissante de verglas. Henri nous a accueillis à la porte, son souffle visible dans l'air glacial. Je me doutais bien que je vous reverrais bientôt, dit-il en nous faisant entrer dans son bureau. J'ai posé les nouveaux papiers de la banque sur son bureau. Ses sourcils se sont levés en les lisant. Il continue, marmonna Henri. Je m'en doutais. Attendez ici. Il alla à un classeur et en sortit un autre dossier épais. À l'intérieur se trouvaient des lettres de banque, des contrats, même des emails imprimés et sauvegardés. Beaucoup portaient mon nom en gras là où il n'aurait jamais dû apparaître. J'ai parcouru la pile, la bile me montant à la gorge. Il fait ça depuis des années. Les yeux de Henri s'adoucirent. Il pense que les règles ne s'appliquent pas à lui. Mais les murs se referment, Chloé. De retour dans la voiture, je suis resté assise en silence, le dossier lourd sur mes genoux. Michel tendit la main et serra mon genou. Chaque pièce de ce puzzle te rend plus forte. Cette nuit-là, en plaçant le dossier de Henri avec les autres dans mon coffre, j'ai senti quelque chose changer en moi. Il ne s'agissait plus seulement d'humiliation ou de trahison. C'était une question de survie, de défendre la vérité, même si cela signifiait être seul. Le lendemain, Maître Dupont a déposé la requête d'urgence. La date d'audience a été fixée à la semaine suivante. Mes mains tremblaient en lisant l'avis tamponné. Sophie est passée ce soir-là et m'a trouvé en train de fixer le document. Elle le prit doucement de mes mains. C'est une bonne nouvelle, Chloé. Ça veut dire qu'ils ne peuvent pas vendre ou transférer la maison avant l'audience. J'ai hoché la tête, mais ma poitrine était toujours serrée. Une fois qu'ils recevront cet avis, tout va exploser. Sophie s'assit à côté de moi, sa voix stable. Alors, que ça explose. Tu es prête pour ça? Je l'ai regardée, les yeux brûlants. Le suis-je? Oui, dit-elle. Parce que tu as enfin la vérité de ton côté. Je me suis renversé en arrière, expirant lentement. Elle avait raison. Pour la première fois depuis des années, je n'étais plus la fille invisible se cachant dans un coin. J'étais la femme qui apportait la lumière dans les ombres que ma famille avait tenté d'enfouir. La neige dehors brillait sous les lampadaires, douce et blanche. Mais en moi, la tempête se renforçait, attendant le moment où elle éclaterait. Le matin où la notification a été signifiée à mes parents, je me suis réveillé avec un nœud à l'estomac qu'aucune quantité de café ne pouvait défaire.
Maître Dupont m'avait prévenu que l'huissier de justice livrerait les papiers, et qu'une fois cette enveloppe entre leurs mains, le silence ne serait plus une option. En début d'après-midi, Sophie a appelé, sa voix tendue. C'est fait. Ils ont reçu la notification. La moitié de la ville est déjà au courant. J'ai pressé ma main contre le comptoir pour me stabiliser. Comment l'ont-ils pris? Elle a hésité. Ton père a crié si fort que les voisins l'ont entendu. Ta mère a dit aux gens que tu essaies de les détruire. Et Amélie? Je me suis préparé. Qu'est-ce qu'elle a dit? Sophie a expiré. Elle a dit à quiconque voulait l'entendre que tu es amère parce que tu ne peux pas avoir d'enfant, et que c'est ta façon de punir la famille. Ces mots ont atterri comme des pierres dans ma poitrine, familiers et cruels. J'ai fermé les yeux, me forçant à ne pas pleurer. Bien sûr qu'elle utiliserait ça. C'était toujours son arme préférée. Ce soir-là, Michel m'a trouvé assise sur le canapé, fixant le vide. Il s'est assis à côté de moi et a pris ma main. Ils vont se déchaîner, Chloé. Mais le tribunal verra la vérité. Les jours suivants furent un tourbillon de chuchotements et d'appels téléphoniques. Des collègues évitaient mon regard au bureau, des voisins dans mon immeuble me regardaient à 2 fois quand je passais. Les Leroy étaient un nom respecté à Saint-Germain-en-Laye, et maintenant leur fille les traînait en justice. Un soir, en quittant le travail, Julien attendait près de l'entrée, les mains enfoncées dans les poches de son manteau. Son visage était pâle, ses yeux agités. « Chloé, on peut se parler ?» Je me suis raidi. « Pourquoi maintenant ?»« S'il te plaît. » Juste 5 minutes. Nous avons marché jusqu'à un banc tranquille près de la Seine gelée. Il s'est assis lourdement, les épaules affaissées. « Je n'ai jamais voulu ça, dit-il. J'ai dit à Amélie que ton père allait trop loin, mais elle n'a pas voulu écouter. Je l'ai fixé, ma voix plus tranchante que je ne l'aurais voulu. Tu savais qu'il utilisait mon nom? Julien a tressailli. J'ai trouvé des documents en l'aidant pour un refinancement l'année dernière. Je lui ai dit que c'était dangereux. J'ai aussi prévenu Amélie. Elle a dit que ça ne me regardait pas, mon estomac se tordit de dégoût. Tu es resté là pendant qu'ils essayaient de me ruiner. Ses yeux se remplirent de honte. Je ne savais pas comment les affronter. Mais je te le dis maintenant, Chloé. Il a d'autres comptes, offshore. Si tu creuses, tu les trouveras. Je me suis levé rapidement, mon souffle formant un nuage dans l'air froid. Si tu t'en souciais vraiment, tu aurais parlé plus tôt. La voix de Julien s'est brisée. Je suis désolé. Je me suis éloigné, mes bottes craquant sur la glace, la colère me portant. De retour à Paris, Michel a écouté silencieusement mon récit. Il a posé son verre d'eau et a dit, si Julien a raison, cela pourrait aller plus loin que nous ne le pensions. Les comptes offshore signifient une fraude fiscale, pas seulement une falsification. Cette pensée m'a glacé. Chaque nouvelle couche de tromperie rendait le sol sous mes pieds plus mince. Mais cela me donnait aussi de la force. La vérité était plus grande que l'humiliation maintenant. C'était une question de justice. Le jour de l'audience préliminaire est arrivé, avec des vents glaciales fouettant les marches du palais de justice. Je portais un manteau sombre et serrais le dossier de documents si fort que mes jointures blanchissaient. Michel marchait à côté de moi, stable et calme. À l'intérieur, la salle d'audience du tribunal des successions était petite mais pleine, des chuchotements résonnant alors que des visages familiers de Saint-Germain remplissaient les bancs. Mes parents étaient assis au premier rang, le menton de ma mère levé avec défi, la mâchoire de mon père si serrée que je pensais que ses dents pourraient se briser. Amélie était assise entre eux, les bras croisés, son regard fixé sur moi comme un poignard. Le juge est entré et la salle s'est tue. Maître Dupont s'est levé et a présenté la requête d'urgence, exposant les documents de la fiducie avec une précision calme. Il a expliqué comment la maison Leroy avait été placée en fiducie par ma grand-mère et comment toute tentative de transfert ou d'hypothèque sans mon consentement violait les termes. Mon père s'est agité sur son siège, son visage devenant de plus en plus rouge. Quand le juge lui a demandé s'il avait quelque chose à dire, il s'est levé d'un bond. C'est ma maison. J'ai bâti cette famille. Elle nous a abandonnés il y a des années, et maintenant elle veut tout prendre. Le juge a levé la main pour le silence. Monsieur Leroy, le document parle de lui-même. À moins que vous ne puissiez produire une preuve qui supplante cette fiducie, le consentement de votre fille est requis. Des halètements ont parcouru la salle. Le visage de ma mère s'est crispé, ses mains agrippant son sac à main.
Amélie s'est penchée vers elle, chuchotant furieusement. Le juge a fixé la prochaine audience à 3 semaines plus tard et a accordé l'injonction pour geler tout transfert de la maison. Le marteau a frappé, et d'un coup, le vent avait tourné. Alors que les gens sortaient, j'ai senti des dizaines d'yeux sur moi. Certains semblaient curieux, d'autres critiques, mais quelques-uns témoignaient de la sympathie. Amélie m'a frôlé, son parfum piquant, sa voix basse et venimeuse. Tu crois que tu as gagné. Ce n'est pas fini. J'ai rencontré son regard avec des yeux stables. Non, Amélie. Ça ne fait que commencer. Dehors, l'air froid me mordait les joues, mais j'ai inspiré profondément, le laissant remplir mes poumons. Pour la première fois depuis des années, j'avais l'impression de me tenir sur un sol solide. Michel a pris ma main alors que nous descendions les marches. Quelle que soit la tempête qui arrive, nous sommes prêts. Je l'ai regardé, puis j'ai reporté mon attention sur les portes du palais de justice où mes parents et ma sœur s'attardaient en groupe en colère. Ils m'avaient sous-estimé pendant trop longtemps. Cette fois, je ne reculerai pas. La semaine après l'audience fut un tourbillon de longues journées et de nuits agitées. Chaque fois que mon téléphone sonnait, je m'attendais à moitié que ce soit mes parents, mais ils sont restés silencieux. À la place, les chuchotements se sont répandus dans Saint-Germain-en-Laye comme une traînée de poudre. De vieux amis du lycée m'ont envoyé des SMS pour me demander si c'était vrai. Des voisins qui me saluaient poliment évitaient maintenant mon regard, et des collègues à Paris semblaient me juger différemment quand j'entrais au bureau. Michel essayait de me protéger, mais les ragots étaient impossibles à éviter. Sophie a appelé un soir, la voix tendue. Chloé, ils disent aux gens que tu poursuis ta propre famille par cupidité, que tu veux prendre la maison et la vendre pour de l'argent. J'ai fermé les yeux, pressant plus fort le téléphone contre mon oreille. Cette maison n'est pas juste une propriété, sauf. C'est le patrimoine de grand-mère. Je sais, dit-elle rapidement, mais il déforme tout. J'ai raccroché, me sentant à la fois furieuse et vide. Mes parents avaient passé des années à façonner l'opinion de la ville sur moi, et maintenant ils redoublaient d'efforts. Quelques jours plus tard, j'ai reçu un message de Julien me demandant de nous revoir. Contre mon gré, j'ai accepté, ne serait-ce que pour voir ce qu'il pourrait révéler d'autre. Nous nous sommes assis dans une cabine tranquille d'un petit restaurant sur la Nationale 13, l'odeur de friture épaisse dans l'air. Il avait l'air épuisé, les yeux cernés. Chloé, je dois te dire quelque chose. Ton père a déplacé de l'argent offshore. Il a utilisé des sociétés écrans, certaines avec ton nom lié à elles. Une glace a parcouru ma colonne vertébrale. Tu me dis qu'il a blanchi de l'argent sous mon nom? Julien a hoché la tête misérablement. J'aurais dû dire quelque chose plus tôt, mais Amélie a menacé de me quitter si je contrariais ton père. Je me suis penché en arrière, mon appétit disparu. Et maintenant? Maintenant, je ne peux plus me taire. Tu mérites de savoir. Je l'ai fixé, les poings serrés. Si tu as des preuves, Julien, présente-les. Sinon, tu n'es qu'une autre voix dans une tempête de mensonges. Il a glissé une enveloppe sur la table. À l'intérieur se trouvaient des photocopies de virements, de signatures et de numéros de routage. Mon nom apparaissait à nouveau là où il ne devrait pas. Mon estomac s'est retourné. Si c'était vrai, la fraude était plus profonde que je ne l'avais jamais imaginé. De retour à la maison, j'ai étalé les documents sur la table pendant que Michel les lisait, sa mâchoire se crispant à chaque page. Ce n'est plus seulement une affaire de tribunal des successions, Chloé. Si cela parvient aux enquêteurs fiscaux, c'est de la fraude par virement et de l'usurpation d'identité à grande échelle. Je me suis affalé sur une chaise, la tête dans les mains. Comment a-t-il pu tout risquer, même la prison, juste pour garder le contrôle? Parce que le contrôle est tout ce qu'il connaît, dit doucement Michel. Le lendemain, nous avons rencontré Maître Dupont, lui tendant l'enveloppe. Il a parcouru les pages d'un œil exercé, puis a levé les yeux brusquement. C'est sérieux. Si nous les présentons au tribunal, il ne s'agira plus seulement de la maison. Il s'agira d'accusations criminelles. J'ai senti le sol se dérober sous mes pieds. Une partie de moi voulait protéger le peu qui restait des liens familiaux, mais une autre partie, la plus forte, savait que je ne pouvais pas enterrer cette vérité. Ce soir-là, Sophie est passée avec du vin. Nous nous sommes assises à la table de ma cuisine, les lumières de la ville vacillant à travers la fenêtre. Elle a levé son verre. À Chloé, qui leur tient enfin tête. J'ai réussi un petit sourire. Mais à quel prix?
Ses yeux se sont adoucis. Parfois, le coup du silence est pire. J'ai pensé à la fête de Noël, à la main de mon père frappant mon visage, au rire de ma mère, aux applaudissements d'Amélie. L'humiliation avait été publique, mais cette fraude, ce vol de mon nom, était la véritable blessure. Les jours se sont estompés alors que nous nous préparions pour la prochaine audience. Maître Dupont travaillait tard à la rédaction des requêtes, Michel révisait chaque ligne, et je puisais du courage dans chaque morceau de papier que nous découvrions. Le matin de la date d'audience, je me tenais devant le palais de justice, l'air hivernal me mordant les joues. Sophie m'a serré fort dans ses bras avant que nous n'entrions. « Tu n'es pas seul », a-t-elle chuchoté. À l'intérieur, l'atmosphère crépitait de tension. Mes parents étaient assis raidement, le regard de mon père fixé sur le banc du juge, les perles de ma mère scintillant sous les lumières. Amélie était penchée en arrière sur sa chaise, suffisante comme toujours. Quand Maître Dupont a présenté les nouvelles preuves, la salle a semblé basculer. Des murmures ont parcouru les bancs alors qu'il exposait les virements, les signatures falsifiées, les comptes offshore. Le visage de mon père s'est vidé de sa couleur, puis a rougi de fureur. Il s'est levé d'un bond, sa voix tonnant. Mensonge. Tout ça. Ma fille conspire avec des étrangers pour me détruire. Le juge a frappé brusquement avec son marteau. Asseyez-vous, monsieur le roi. Le silence est tombé, mais le mal était fait. Tout le monde dans cette salle avait vu son masque se fissurer. Je me suis assise droite, les mains soigneusement jointes, les yeux fixés sur le juge. Pour la première fois, je ne me sentais pas comme la fille abandonnée mendiant des miettes d'amour. Je me sentais comme la femme que ma grand-mère m'avait élevée pour être ferme dans la vérité. L'audience a été ajournée, le juge ordonnant un examen complet des dossiers financiers. En sortant, j'ai croisé les yeux d'Amélie. Sa confiance a vacillé un instant, une lueur de peur traversant son visage. Dehors, l'air froid m'a frappé, mais j'ai respiré profondément. La tempête n'était plus seulement en moi. Elle se déversait au grand jour, et rien ne l'arrêterait maintenant. L'aube de l'audience finale était grise et glacialement froide, le genre de jour où l'air pique les joues et où le ciel semble assez lourd pour peser sur vos épaules. Je me tenais devant le palais de justice avec Michel à mes côtés, serrant mes gants dans une main et le dossier de documents dans l'autre. Pendant des semaines, la ville avait bourdonné de rumeurs, et maintenant, tout allait être révélé. À l'intérieur de la salle d'audience, les bancs étaient de nouveau pleins. De vieux voisins, des associés de mon père, même quelques parents éloignés étaient venus assister au spectacle. Mes parents étaient assis au premier rang, les boucles d'oreilles en perles de ma mère captant la lumière, son menton levé au comme pour défier quiconque d'avoir pitié d'elle. Les mains de mon père serraient le bord de la table, son visage palmait la mâchoire serrée de défi. Amélie était assise à côté d'eux, son expression oscillant entre suffisance et malaise. Le juge est entré et Maître Dupont a commencé. Il a parlé avec une autorité calme, exposant les preuves pièce par pièce. Il a d'abord présenté les documents de la fiducie, rappelant à la cour que le testament de ma grand-mère avait été clair. Puis sont venus les prêts bancaires, les signatures falsifiées, les virements avec mon nom liés à des comptes que je n'avais jamais vus. À chaque page entrée au dossier, le poids de la tromperie de mon père s'alourdissait dans la pièce. Quand Maître Dupont a terminé, le juge s'est tourné vers mon père. « Monsieur le roi, avez-vous quelque chose à dire pour votre défense ?» Mon père se leva lentement, sa voix forte mais hésitante. « Ce sont les affaires de ma famille. Ma fille nous a abandonnés il y a des années. Elle n'a aucun droit de s'ingérer. » Les yeux du juge se plissèrent. « C'est peut-être votre conviction, mais la loi ne la soutient pas. La fiducie est contraignante, et ces documents montrent clairement un schéma de fraude. » Des halètements se sont répandus dans la salle d'audience. Ma mère a pincé les lèvres, ses jointures blanches autour de son sac à main. Amélie s'est agitée, mal à l'aise, sa confiance se fissurant. La décision du juge fut rapide. La maison Leroy resterait en fiducie, intouchable sans mon consentement. Un examen indépendant des finances de l'entreprise commencerait immédiatement, et les enquêteurs fiscaux seraient informés des documents falsifiés. Le visage de mon père s'est affaissé, sa bouche s'ouvrant comme pour protester, mais aucun mot n'est sorti. Ma mère regarda droit devant elle, comme si elle refusait de voir l'épave autour d'elle. Amélie enfouit son visage dans ses mains un instant, puis me jeta un regard qui était à la fois de fureur et de peur. Quand le marteau a frappé, c'est comme si l'air avait changé. Des années de silence, d'humiliation et de trahison semblaient se lever, remplacées par quelque chose de solide et de final.
Je suis sorti de cette salle d'audience dans l'air froid de janvier, et pour la première fois depuis des décennies, je me suis senti libre. Dans les semaines qui ont suivi, la vérité s'est répandue dans Saint-Germain-en-Laye. Des voisins qui chuchotaient autrefois me regardaient différemment. Certains se sont excusés d'avoir cru aux histoires que mes parents avaient racontées. D'autres sont restés silencieux, embarrassés d'avoir jamais pris parti. Mes parents se sont repliés sur eux-mêmes. Mon père a démissionné de son entreprise, le constructeur autrefois fier devenu un homme diminué par ses propres choix. Ma mère a gardé son cercle d'amis mondains, mais son rire ne résonnait plus comme avant. Amélie et Julien ont quitté la ville discrètement, leurs dettes s'accumulant et leur réputation en ruine. Je ne me suis pas réjoui de leur chute, mais je ne pouvais nier le sentiment de justice. Ce n'était pas une vengeance au sens flamboyant du terme, mais une restauration tranquille de l'équilibre. La maison, le patrimoine de ma grand-mère, était en sécurité. Mon nom n'était plus un outil pour leur cupidité. Un samedi, je suis allé à la vieille maison Leroy. La véranda s'affaissait légèrement, la peinture s'écaillait par endroits, mais le grand pin dans la cour se dressait toujours aussi fort. Je me suis tenu sur les marches, ma main gantée reposant sur la rampe, et j'ai murmuré un merci à ma grand-mère. Sa sagesse m'avait porté quand rien d'autre ne l'avait fait. Sophie m'y a retrouvé, me tendant un thermos de café chaud. « Tu l'as fait ?» dit-elle simplement. J'ai souri, un vrai sourire qui semblait étrange sur mon visage après tant de mois de tension. « Non, nous l'avons fait. » Michel nous a rejoints plus tard, ses bras s'enroulant autour de mes épaules alors que nous regardions la cour enneigée. La tempête était passée. J'avais pensé que la justice ressemblerait à un triomphe, mais au lieu de cela, elle ressemblait à la paix. Une profonde expiration après des années à retenir ma respiration. À ceux qui écoutent, je veux dire ceci, parfois, les batailles les plus difficiles que nous menons ne se déroulent pas dans des salles de conseil ou des bureaux, mais au sein de nos propres familles. Les blessures sont plus profondes, les trahisons piquent plus longtemps. Mais se défendre ne signifie pas que vous êtes cruel. Cela signifie que vous êtes assez courageux pour honorer la vérité.